Et on accueille sur le plateau du LCI Daniel Cohn-Bendit. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Qui mieux que vous pour décortiquer le score du premier tour des Verts hier? Vous êtes ancien député européen Europe Écologie Les Verts. Le premier tour a donc placé Yannick Jadot et Sandrine Rousseau en tête. Le député européen a 3000 voix d'avance, c'est pas énorme, sur la professeure d'économie. Surprise ou pas, ce duo de tête, Daniel Cohn-Bendit? Surprise, oui. Surtout le score de Sandrine Rousseau et le score quand même assez faible de Yannick Jadot. Moi, je croyais qu'il pourrait être, quand j'ai vu les débats sur LCI, j'ai entendu aussi sur les radios, je trouvais que Yannick Jadot était de loin la personnalité qui pouvait le mieux représenter l'écologie dans une élection présidentielle. Et donc, il n'a pas plié le match. Et je crois qu'il est en ballottage défavorable. En ballottage défavorable. On va revenir, vous allez me dire pourquoi. Mais surprise, parce que, bon, vous dites, moi, je trouvais que Jadot était le meilleur. Ça, c'est votre pente naturelle. Yannick Jadot, il avait peur de la primaire, il y a quelques mois. Il se disait qu'il risquait l'élimination. Quant à Rousseau, elle est arrivée, personne n'y croyait au départ. Donc, quand même, c'est une surprise dans les deux cas. Oui, c'est ce que je dis, c'est une surprise. Mais oui, Eva Joly a battu Nicolas Hulot. Ouais. Vous voyez, donc après, les résultats sont ce qu'ils sont. Vous savez, les primaires, c'est quelque chose de bizarre. Alors, il faut féliciter les Verts. D'abord, ils ont réussi. 120 000 personnes, 100 000, 110 000 ont participé, je ne sais pas. Pour les Verts, c'est très bien. C'est très bien. Ils l'ont fait électroniquement. C'est une prouesse. Et c'est un exemple pour les autres partis. Le problème de l'électronique, on ne sait pas quelle est la sociologie des électeurs, des électrices et des électeurs. Donc, on ne sait pas très bien, mais bon, voilà. Ça, c'est du bon côté. Mais quand ils nous racontent, vous voyez, on a 120 000, jamais Yannick Jadot a déclaré, on a mobilisé autant de Françaises et de Français, ça, c'est du jargon. Les socialistes, il faut se rappeler, Benoît Hamon avait fait au premier tour 1 650 000. Si ma mémoire ne flanche pas. Mais les Verts, il avait fait 17 000 la dernière fois. 2 millions, oui, mais et 2 millions au deuxième tour. Et le résultat des courses, Hamon fait 6%. Je veux dire, la mobilisation pour les primaires ne dit rien sur, après, la vraie compétition. Le ratio est cruel, en effet. Mais alors là, on se retrouve avec un duel de contraires, quand même. Le camp des réalos, comme vous dites, un peu dans votre jargon, justement, contre les radicaux. Ça, c'est un choix. Oui, c'est un choix. Les Verts que vous connaissez bien, là, ils sont face à un choix qui est assez net. Oui, c'est un choix. C'est un choix. Sandrine Rousseau a dit hier, elle représente l'écologie de la transformation contre l'écologie de l'accompagnement. Je traduis ce jargon. Ça veut dire, moi, je suis l'écologie de la rupture avec le capitalisme. De la révolution, quoi. Forme de révolution. La révolution, Sandrine Rousseau, non, faut pas exagérer non plus. Non, de la rupture avec le capitalisme, de la rupture avec l'économie de marché. Et Yannick Jadot, si je simplifie un peu, c'est la régulation du capitalisme, la régulation de l'économie de marché, ce qu'elle appelle d'accompagnement. Si vous voulez la rupture avec le capitalisme, il n'y a qu'une possibilité, c'est que vous gagnez. Ouais. Il faut qu'elle se lève tôt. Oui. Faut qu'elle se lève tôt. Vous voulez dire que ça, avec son positionnement politique là, dans cette primaire, elle ne pourra jamais gagner une présidentielle? Ni l'un ni l'autre. Ni Jadot. Mais non, il faut arrêter. On va arrêter de parler tout de suite de l'enjeu de la primaire. Non, il y a un enjeu fondamental. Oui, c'est Il y a un enjeu fondamental, c'est si l'écologie fait, disons, 12-13%, ce qui serait à une présidentielle, mais énorme. Rappelez-vous, le meilleur score des écologistes, c'est Noël Mamère à 5%. Donc, ça serait, d'abord, ça lancerait les législatives, ça mettrait les Verts au centre du renouvellement de la gauche, donc pivotalement pour l'avenir, et donc ça serait un pas en avant extraordinaire. Mais la France est de droite.
Vous pouvez faire des calculs comme vous voulez, mais évidemment que je peux me réveiller, moi, je peux être président de la République. Bon, alors, de quoi on parle? Ça m'intéresse quand même de revenir sur la personnalité des deux, de ce camp que vous connaissez bien. De quoi est-elle le nom, Sandrine Rousseau? Sandrine Rousseau est le nom d'un écoféminisme qui, en fait, refuse ce qui majoritairement est défendu dans la société en France aujourd'hui. Elle est vraiment, elle dit voilà, il faut radicalement tout changer. C'est ça, son idée de l'écologie, de la transformation. Le problème pour cela, c'est avec qui elle veut faire ça. Elle s'est surtout, elle, distinguée par des positions sociétales, beaucoup plus que sur son programme écologique, parce que quand on gratte un peu... Ils disent tous la même chose. Ils disent tous la même chose. Mais en revanche, sur les positions sociétales, elle s'est positionnée pour caricaturer, et encore, elle est candidate woke, candidate de la radicalité écoféministe, haro sur le mâle blanc, elle a fait quelques bourdes. Donc c'est surtout ça. Mais c'est surtout ça qui lui a fait prendre des parts de marché, non? Oui. Bon. Mais ça, c'est des parts de marché à l'intérieur d'un petit milieu politique. Ouais. Mais ce ne sont pas des parts de marché qui vous emmènent à faire un très bon score ou un bon score au présidentiel. Je veux dire, le choix pour Sandrine Rousseau, si les Verts, enfin si l'électorat, c'est toujours le problème, 100 000 personnes, c'est bien. Yannick Jadot, tête de liste aux européennes, a fait 3 millions de voix. Mais ça veut dire que dans une France archipélisée, comme dit Fourquet, elle incarne un îlot de plus. Un petit îlot. Un petit îlot. Un îlot, c'est déjà pas grand, mais... Oui, non, mais les îlots... Vous avez des îlots comme le Parti Socialiste en ce moment. Ouais. Vous avez des îlots comme la France Insoumise. Vous avez... Pratiquement, vous avez quelques îles. Ouais. C'est... Macron, je dis pas l'AREM, mais Macron, c'est le Rassemblement national, c'est les Républicains quand on voit les résultats des régionales, et puis vous avez des îlots qui sont importants dans les villes, par exemple, on l'a vu au municipal pour les Verts, mais tout ça, je veux dire, le problème aujourd'hui pour les écologistes, c'est comment expliquer à la majorité des Français qu'ils ont besoin d'une expression politique écologiste. Et ça, Jadot, il peut le faire. Et moi, je crois que Jadot l'a montré aux Européennes. Et Jadot, il dit qu'il peut gagner. Mais ça, c'est du baratin. Il le sait que c'est du baratin. Il ne peut pas gagner. Mais il dit... Oui, tous les gagnants ont tenté leur chance, comme on dit, non? Ça marche pas comme ça, c'est pas comme au loto. Ça marche pas comme ça. Moi, je crois qu'il est beaucoup plus crédible quand il dit « je veux influencer la politique ». Et plus le résultat des Verts est important, plus on influencera. Parce que si Emmanuel Macron gagne les présidentielles, il n'a pas de majorité. Le problème de la France aujourd'hui, général, et ça c'est valable pour les écolos aussi, hein, même s'ils disent qu'ils peuvent gagner. Même s'ils gagnent au premier tour, ils ont 20, 25 000, ils sont au deuxième tour. Avec quelle majorité un président aujourd'hui en France a entre 20 et 25%, pas plus. Donc avec qui il pourra faire des compromis, des coalitions, etc. Et Jadot est beaucoup plus dans cette idée de capacité de faire des coalitions, donc de trouver, d'élargir son espace politique que Sandrine Rousseau. Et là, juste pour finir là-dessus, quand même, sur le deuxième tour, il va y avoir un débat sur LCI mercredi soir, donc on les verra, hein, on verra leurs différences, mais elle a des réserves de voix ou pas pour ce deuxième tour? Vous dites qu'elle peut gagner. Ah ben moi je crois que quand je vois si je vois le positionnement de... Alors c'est vrai que ça va pas être facile. Madame Bateau. Qui a fait un bon score, hein. Elle est arrivée troisième devant. Elle fait un bon score. Elle est... sur le décroissance, elle n'arrêtait pas de répéter décroissance. Elle est beaucoup plus près là-dessus que Sandrine Rousseau. Sur l'écoféminisme et la République, elle est plus près de Yannick Jadot. Donc ces électrices et ces électeurs devront décider sur l'un. Éric Piolle, qui fait 22, bon, c'est une déception pour lui, mais c'était un missile anti-Jadot de l'appareil, Donc
comment l'appareil, aujourd'hui, je crois que l'appareil préfère Sandrine Rousseau à Yannick Jadot. Donc, l'appareil préfère Sinon, miser sur quelqu'un qui ne gagnera pas l'appareil n'a rien fait pour soutenir Yannick Jadot. que quelqu'un qui peut, comme vous dites, rassembler davantage. C'est ça que vous dites. Rappelez-vous quand Yannick Jadot a expliqué pourquoi il était pour l'économie de marché, mais qu'il fallait la réguler. Mais ils lui ont tous tapé sur les doigts. L'appareil n'aime pas Yannick Jadot. N'aime pas Yannick Jadot. C'est vieux, c'est ça. Il a, enfin, spontanément, moi, si j'avais été à la direction des Verts, vous voyez que c'est déjà un oxymore absolument extraordinaire. Il fait ce résultat et cette très bonne campagne pour les européennes. Oui, je dis, voilà notre candidat pour les présidentielles. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Vous avez quelqu'un qui fait un très bon score, qui parle, qui est accepté dans la société. Non, pas Yannick, c'est pas, etc., etc. Et donc, je crois que ça sera difficile. Il faut qu'il soit très fort au débat pour plier le match. Très fort. Et comment il peut être très fort ? Qu'il explique bien que lui peut garantir un bon score. Je ne dis pas gagner. Mais c'est ce qu'il a fait dès hier soir. Hein. Il a dit nous sommes là pour gagner. Oui, mais ça, il faut qu'il arrête avec ça. Nous allons démontrer comment nous sommes prêts à gouverner. C'est ce qu'il a dit dès hier soir. C'est ce qu'il a dit hier soir. Oui, mais il faut entendre la musique. Gouverner, c'est pas sûr de gouverner en étant président. Gouverner, c'est rentrer dans une majorité gouvernementale et donc peser. Peser, c'est-à-dire il faut avoir un groupe à l'Assemblée. C'est l'exemple des Grünen allemands. Vous voyez, si vous vous trompez de candidat, les Grünen allemands, c'est le bon exemple. Ils étaient dans les sondages à 20%. Ils avaient deux possibilités de candidats. Ils ont désigné ça autrement, mais passons. Une femme et un homme. Eh bien, ils ont choisi la femme, c'était une erreur. Oui, c'est les élections législatives, c'est le week-end prochain, il faut le rappeler. C'était une erreur. Ils étaient à 27 à 30 au début avec elle, ils sont à 15 et 16. Vous vous trompez de candidat, vous pouvez avoir le plus beau programme que vous avez, eh bien, vous ne tenez pas dans un combat électoral. Ce sont les lois de la politique que vous connaissez bien. Un mot sur si Sandrine Rousseau, dont vous dites qu'elle est en capacité de gagner, gagne, donc, quelles conséquences pour la gauche ? Je crois que c'est une bonne nouvelle pour Anne Hidalgo. Oui. Et peut-être pour Jean-Luc Mélenchon, mais surtout pour Anne Hidalgo. Oui, parce que c'est soit l'un ou l'autre. Je veux dire, c'est là où le problème un peu de la gauche. Franchement, Anne Hidalgo qui nous dit qu'elle peut gagner les présidentielles, c'est aussi ridicule que quand les Verts le disent. Ici, la seule petite chance que quelqu'un de gauche arrive au deuxième tour serait qu'ils se soient mis ensemble, les écolos et les... Ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas, c'est une logique politique. Et donc, dans la sociologie politique d'aujourd'hui de la France, il n'y aura pas personne de gauche au deuxième tour. Donc vous dites que ça permettra à Anne Hidalgo d'être un peu plus forte à gauche, quoique restant minoritaire. Et quant à Mélenchon, c'est une bonne nouvelle parce qu'elle peut se rallier à Mélenchon. C'est ça ce que vous voulez dire? Ça, c'est... Alors, si tout va mal pour elle et qu'elle est à 1,5 ou 2%, je vous rappelle le score d'Eva Joly. Je veux dire, il faut voir les choses comme elles sont. Dans un climat, des années après, avec une prise de conscience environnementale tellement plus importante qu'à l'époque même d'Eva Joly, on en serait là. Vous pensez que c'est possible? Parce que et c'est le problème un peu, et je crois qu'Yannick Jadot le fait trop peu, mais plus qu'elle. Vous savez, les sociétés sont ambiguës. Et tout le monde comprend le problème de la dégradation climatique. Tout le monde comprend que c'est vraiment le défi du siècle. Le défi du siècle. Mais en même temps, il y a une angoisse sur les conséquences d'une politique radicale, d'une politique conséquente contre la dégradation climatique. Et la capacité des politiques, justement, à surmonter cette anxiété, c'est-à-dire, ça sera difficile, mais voilà les instruments, voilà la capacité, etc.,
C'est ça, en fait, l'intelligence politique. Et je crois que si on n'a pas cette capacité de parler à la société, eh bien, on y a. Yannick Jadot l'a plus que Sandrine Jadot, mais même que Sandrine Rousseau. Mais maintenant, même là, il faudrait qu'il fasse des progrès. Vous n'y croyez pas trop. On élargit un peu la focale quand même, parce qu'on a un mot des conséquences de la perte du contrat du siècle par la France. Elle est où la porte de sortie ? La porte de sortie, je ne sais pas si Macron... D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que lui, il n'a pas encore parlé. Il a parlé, c'est Le Drian, des tas de gens ont parlé. Il faudrait, là, qu'ils prennent la parole ou... J'en sais rien. Il faut surtout qu'il trouve un compromis avec Biden. Quel genre ? Mais qu'est-ce qu'il peut obtenir des États-Unis, à votre avis ? Moi, je crois que les conséquences, au-delà, je ne crois pas qu'il puisse obtenir grand-chose. Il faut comprendre que les États-Unis, mais c'était même déjà, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, c'est America First. Il y a toute une période des années 50, pratiquement jusqu'à l'Irak, c'était l'Occident est protégé par les Américains. Et que la grande rupture avec les Américains, c'est le nom de la France et de l'Allemagne à la guerre en Irak. Ça a été la rupture. Oui, mais on avait cru avec Biden, rappelez-vous, justement le soupir de soulagement de Jean-Yves Le Drian en disant c'est la fin de l'unilatéralisme, on a retrouvé notre allié dans toute sa splendeur. C'est trompé. On a retrouvé les Américains comme ils étaient avant Trump. C'est-à-dire ils étaient America First. Vous savez, Roosevelt, après Roosevelt, si vous prenez... On s'est illusionné, pardon. Oui, oui, parce que Trump, c'est mieux que Biden. Il faut pas non plus... À certains égards, comme vous dites. Oui, bon, mais vous voyez très bien que c'est simple, c'est simple. Je sais que je radote là-dessus. La France est un petit pays. Tant que l'Europe ne comprendra pas que les Européens, et le silence des Européens, des Allemands, dans ce conflit, est un scandale. Les Allemands se cachent dans leur campagne. Ils s'en fichent, pardon. Non, ils s'en fichent pas. C'est un problème très difficile en Allemagne, la défense, et donc pendant la campagne, ils veulent pas. Mais à partir de dimanche prochain, cette période est bouclée. Et je crois que pour peser contre les Américains, pour peser avec les Américains, mais contre les Russes, les Chinois, etc., il n'y a que la perspective européenne où on tiendra. Sinon, c'est ça la politique. Donc l'idée de sortir de l'OTAN pour la France, c'est pas la bonne solution. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Il ne faut pas sortir de l'OTAN, il faut renforcer la défense européenne. Ce serait pas un levier intéressant pour vous pour sortir. Et alors, vous sortez de l'Europe. Vous savez, quand vous sortez de quelque chose, il y a quelqu'un qui a dit il faut toujours savoir comment rentrer autre part. La France toute seule, qu'est-ce que c'est ? Enfin, il faut arrêter. Dernière question, vous avez débattu avec Zemmour sur LCI il y a quelques années. Oui. Comment vous regardez, en quelques mots, parce que c'est la fin malheureusement, mais son irruption et la façon dont il hypnotise les médias ? Moi, je crois que c'est un mauvais signe pour la société française. Je ne comprends pas qu'on soit hypnotisé par quelqu'un qui défend la peine de mort. Je le répète, il l'a dit il y a quelques jours. Il regrette que la... Vous ne le comprenez pas, mais c'est ce qui se passe. Donc ça vous parle, mais moi, ce qui m'a demandé hypnotiser. Je ne comprends pas qu'on puisse être hypnotisé par les médias. Les médias, de ne pas être plus clair. Quand il dit « je veux réémigrer 2 millions de personnes », ça fait 2 millions de personnes, ça fait 100 Veldives. Ça fait 100 je veux dire, c'est de la folie pure. Il n'est pas traité comme il n'est pas traité, c'est un danger pour la France. Et il n'est pas traité comme un danger. Non, il n'est pas traité, oui, c'est une opinion comme une autre. Non, c'est pas une opinion comme une autre, c'est une opinion c'est encore plus malsain que Marine Le Pen. Il va prospérer ? Non. Merci Daniel Cohn-Bendit d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Bonne journée à vous.